Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. De la rencontre des ministres en charge de la justice. Les conclusions des travaux ont été présentées ce matin au président de la Confédération, général d'armée Assimi Goïta. Un pas important vient d'être franchi dans l'harmonisation des systèmes juridiques et judiciaires au sein de l'espace confédéral. Le pont établi entre le secteur privé et public se renforce davantage. La 6e réunion mensuelle entre les deux entités s'est tenue hier. Parmi les priorités des deux parties, l'amélioration de vie des populations. Le Premier ministre a insisté sur l'approvisionnement correct des produits de première nécessité. Le gouvernement réglemente la vente de moutons à Bamako, Kati et Koulikoro en cette veille de Tabaski. Des sites seront identifiés pour cela. Le ministre de l'élevage et de la pêche a rencontré cet après-midi les responsables des parcs à bétail pour donner l'information. La finale de la 64e édition de la Coupe du Mali oppose ce samedi le stade malien au Djoliba AC au stade du 26 mars. Un classique tant attendu par les supporters. Nous vous proposons une page spéciale sur cette finale. Des témoignages, l'historique de la Coupe et les arbitres désignés. Rendez-vous en fin de journal. Très heureuse de vous servir. Bonsoir et merci de suivre la grande édition de ORTM1. Les ministres en charge de la justice de l'AES ont été reçus ce matin par le président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, à qui ils ont présenté les conclusions de leurs travaux et les décisions prises. Il s'agit notamment de l'harmonisation des systèmes juridiques et judiciaires ainsi que le cadre de collaboration avec les autres pays de la sous-région. Écoutons le ministre en charge de la justice du Burkina Faso. Il est interrogé par Alucine Touré. Nous sommes venus ce matin faire le point à son Excellence du point de notre réunion qui réunit les ministres en charge de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, une réunion qui se tient actuellement à Bamako, et recevoir ces orientations et instructions en vue d'enrichir le résultat final qu'est le communiqué de notre réunion. Comme vous le savez, aujourd'hui, nos trois États sont dans un espace, forment un espace confédéral. Aujourd'hui, nous devons, au niveau de nos systèmes juridiques et judiciaires, nous rapprocher davantage, essayer d'harmoniser autant que faire se peut ces différents systèmes pour accompagner la dynamique confédérale. En outre, aujourd'hui, nos trois États font toujours partie d'organisations régionales et internationales. Il nous appartient d'étudier les règles qui sont issues de l'ensemble de ces organisations et de voir comment, effectivement, ces règles sont toujours en adéquation avec la vision de la Confédération et de voir comment les adapter pour atteindre les résultats. Son Excellence nous a prodigué, effectivement, des conseils et que nous allons prendre en compte dans le communiqué final. Nous avions convenu effectivement de travailler dans une dynamique de rapprochement
d'échange d'expérience entre nos différents systèmes judiciaires et juridiques nationaux. Nous avons convenu également de renforcer notre coopération dans le cadre de ces organisations régionales ou africaines afin d'avoir une démarche cohérente et une stratégie qui permet d'être dans la vision de la Confédération des États de l'AES. La rencontre de 2 jours a permis aux gardes des Sceaux des pays de l'AES de travailler sur les conclusions des experts afin de valider les textes juridiques. Il s'agit d'harmoniser les différentes politiques au bénéfice des populations de l'espace confédéral. La rencontre de Bamako a été sanctionnée par un communiqué final, lu ici par Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, des propos recueillis par Mamadou Fani. Communiqué final de la réunion des ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AES. Conformément à la vision commune de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, s'est tenu à Bamako les 29 et 30 mai 2025 la première rencontre des ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AES, consacrée au renforcement des systèmes juridiques et judiciaires de la dite confédération. Les ministres ont salué la qualité des travaux préparatoires menés par les experts qui ont permis d'identifier des pistes concrètes pour bâtir des institutions et pratiques communes, harmoniser les systèmes juridiques et judiciaires et renforcer la coopération judiciaire et pénitentiaire au sein de la Confédération AES. Les ministres ont approuvé la proposition de modification de l'article 4 du traité instituant la Confédération pour y intégrer le domaine de la justice et du droit parmi les compétences déléguées et la création d'un cadre de concertation permanent entre les ministres de la Justice de la Confédération en vue d'échanger sur les sujets d'intérêt commun. Constatant l'emprise négative des puissances impérialistes sur l'organisation et le fonctionnement de certaines instances juridictionnelles régionales et internationales, les ministres ont approuvé la nécessité de mettre en place des instances juridictionnelles et arbitrales confédérales chargées de connaître du contentieux de l'interprétation et de l'application du traité, des actes dérivés, du contentieux des actes de la Confédération, du droit des affaires, de l'arbitrage et de la médiation d'une part, de connaître des infractions des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et crimes d'agression, de terrorisme et de financement du terrorisme, de blanchiment des capitaux et de violations graves des droits de l'homme et de toutes autres infractions graves et assimilées d'autre part. Les ministres ont approuvé les recommandations relatives à l'harmonisation des statuts et textes régissant les professions libérales du secteur de la justice en soutenant la mise en place d'un comité d'experts chargé de rédiger des textes communs en étroite collaboration avec les acteurs concernés. En matière de coopération judiciaire, les ministres ont approuvé la conclusion d'accords tripartites renforçant l'entraide judiciaire, l'extradition et le transformement des personnes privées de liberté, ainsi que l'harmonisation des législations pénales, notamment sur le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Les ministres ont approuvé la construction d'une prison de haute sécurité liée à la future Cour pénale sahélienne et des droits de l'homme, ainsi que l'harmonisation des statuts du personnel pénitentiaire conformément aux règles internationales. Les ministres ont approuvé la proposition de mettre en place des comités techniques nationaux chargés de veiller à l'harmonisation des symboles des États et de la Confédération, du suivi et de la mise en œuvre des recommandations issues de la présente réunion. Les ministres ont enfin exprimé leur profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali et président de la Confédération des États du Sahel AES, à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré,
président du Faso et chef de l'État du Burkina Faso, et à son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour leur leadership éclairé et déterminé qui favorise la construction d'un espace confédéral stable, sécurisé et prospère. Fait à Bamako le 30 mai 2025. Et nous allons revenir sur l'actualité dans les autres pays de l'AES, le Niger et le Burkina au cours de cette édition. Parlons toujours de justice avec la remise au Premier ministre du rapport de 8 ans d'exercice du président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite en fin de mandat. Dr Moumouni Guindo déclare avoir remis à la justice 42 dossiers pour un montant évalué à plus de 32 milliards de francs CFA. À sa sortie d'audience, il s'exprime au micro de Mamari Kone et de Aliou Touré. Nous pouvons retrouver dans ce rapport les résultats de l'OCLEI dans le domaine de la sensibilisation, des centaines d'activités qui ont été réalisées, qui ont atteint des dizaines de milliers de Maliens pour être sensibilisés, informés contre la corruption et l'enrichissement illicite. Nous pouvons également trouver dans ce rapport les résultats des enquêtes. Nous avons ouvert plusieurs centaines d'enquêtes. Nous avons transmis à la justice 42 dossiers pour un montant de 32 milliards de francs CFA et environ 560 biens immobiliers, des maisons d'habitation, des bâtiments commerciaux que nous avons identifiés. Nous avons également identifié 28 milliards de francs CFA d'argent non justifié dans les comptes bancaires. Ces dossiers ont été transmis à la justice. Les procédures judiciaires sont en cours. Dans le rapport, nous avons évoqué la collaboration au niveau national qui est essentielle pour qu'une synergie d'action soit menée afin de plus d'efficacité au niveau national. Au niveau international, nous avons aussi développé la coopération parce que la corruption, l'enrichissement illicite sont des phénomènes mouvants transfrontaliers. Des biens détournés au Mali sont très souvent exportés dans d'autres pays. Il est important pour nous d'avoir des protocoles d'accords de collaboration pour pouvoir aller chercher ces biens, les ramener au Mali et aussi faire la formation. Nous avons aussi traité les déclarations des biens. Environ 2000 déclarations des biens qui ont été déposées grâce aux actions de l'OCLEI. Celles-ci ont toutes été traitées, exploitées et quelques dossiers ont été identifiés, traités et transmis à la justice en termes de variations non justifiées, ainsi que les ressources extérieures de 15 milliards que nous avons pu mobiliser, qui aujourd'hui profitent à des dizaines de services et d'associations de la société civile au Mali pour la lutte contre la corruption. Je suis un homme comblé, ainsi que les collègues qui avec moi terminent leur mandat aujourd'hui. C'est une grâce, c'est une bénédiction que nous ayons été mis à cette responsabilité. C'est une grâce divine que nous ayons pu la conduire à terme. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir contribué à lancer l'OCLEI et à les porter sur le fonds baptismaux pour toujours, nous l'espérons. Nous restons à la primature où s'est tenue hier la 6e rencontre du cadre de concertation entre le secteur public et privé au sein des échanges à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'approvisionnement correct du marché en produits de première nécessité. Sur les 14 mesures prévues, 7 ont été exécutées. Nous retrouvons Mamari Kone et Aliou Touri. L'état de mise en œuvre du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population et celui du plan d'action consolidé des mesures de réforme structurelle. C'est autour de ces deux points que s'est tenue la 6e réunion mensuelle du cadre de concertation entre le gouvernement et le secteur privé. Dans son exposé, le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence a fait l'état d'exécution du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour leur part, les différents points focaux des départements ministériels ont fait un exposé sur les réformes prévues dans leur secteur respectif. Ces réformes sont envisagées dans une double problématique. 1. Comment aujourd'hui assurer une plus grande contribution du secteur privé dans la croissance économique durable de notre pays. Et deuxièmement, comment consolider la base productive de notre économie, toute chose qui va permettre d'assurer l'émergence du Mali dans les 5 et les 10 prochaines années.
dans cette dynamique-là, les segments du secteur privé installés dans les différents ministères sectoriels ont proposé des réformes structurelles et ces réformes aujourd'hui ont été inscrites dans une matrice pour lesquelles nous sommes en train de travailler et les premiers résultats donc ont été présentés cet après-midi au Premier ministre et par chaque département ministériel. Le chef du gouvernement a salué la présence massive des acteurs du secteur privé à ces cadres qui se tient au lendemain de l'adoption du plan d'action du gouvernement 2025-2026 par le Conseil national de transition. Il a aussi apprécié les résultats obtenus dans le cadre de la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Il ressort de l'examen du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations que sur les 14 mesures du plan, 7 mesures sont exécutées, 4 en cours d'exécution et 3 sont en attente d'exécution. Nos différentes rencontres m'offrent l'occasion de vous demander de maintenir le cap afin d'assurer l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'État dans la lettre de cadrage qui m'a adressée en ce qui concerne plus singulièrement l'axe 3 relatif à la satisfaction des besoins fondamentaux de notre population grâce à une économie forte et l'axe 6 relatif à l'apaisement du climat social. Je vous demande de poursuivre la dynamique visant à accompagner le gouvernement sur des sujets d'intérêt national tels que l'approvisionnement correct et régulier du pays en denrées de première nécessité, en quantité et en qualité, l'approvisionnement correct du pays en intrants agricoles de qualité à la veille de l'hivernage, la libre circulation des personnes et des biens au sein de la Confédération des États du Sahel. Il me plaît de rappeler ici le vote par le Conseil national de transition à l'unanimité du plan d'action du gouvernement période 2025-2026. Et c'est l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à toutes les parties prenantes et d'exhorter les membres du gouvernement à assurer une mise en œuvre optimale et efficiente du PAG. J'y vais personnellement, notamment pour le grand bonheur des populations et du secteur privé. Je profite de l'occasion pour renouveler mes remerciements à l'honorable président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malick Diaw, et aux honorables membres du CNT pour le quitus qu'ils m'ont donné pour mettre en œuvre le PAG. Le Premier ministre a par ailleurs invité les membres du gouvernement à accorder une attention particulière aux préoccupations et aux sollicitations professionnelles des organisations faîtières du secteur privé. La réunion a été marquée par des échanges francs sur les préoccupations du secteur privé et les membres du gouvernement ont donné des réponses aux différentes préoccupations soulevées. La coopération entre le Mali et le Qatar se consolide. Une délégation d'hommes d'affaires qataris séjourne à Bamako. Elle a eu ce matin une séance de travail avec le ministre de l'économie et des finances qui avait à ses côtés son collègue des mines. La délégation qatari a manifesté un grand intérêt pour des investissements dans le domaine minier. Pour plus de précision, écoutons le ministre de l'économie et des finances sur les profits que le Mali peut tirer de cette opportunité. Il est au micro de Alousseni Touré. Cette réunion fait suite à la visite du ministre d'État des Émirats Arabes Unis, ministre d'État qui est chargé donc des relations africaines, qui a été reçu par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Donc suite à cette mission, les autorités des Émirats Arabes Unis ont dépêché cette mission ici, qui est une mission venant dans le cadre du renforcement des échanges économiques entre les Émirats Arabes Unis et la République du Mali. Donc c'est une mission des autorités donc des Émirats Arabes Unis qui est composée entre autres d'investisseurs importants des Émirats qui sont intéressés par les domaines de l'or, donc l'exploitation industrielle de l'or, mais également l'exploitation de l'or à partir des comptoirs. Donc nous avons eu des échanges très très fructueux. Ils sont également intéressés par les grandes mines. Donc nous avons échangé avec les perspectives que la SOREM offre aujourd'hui. La SOREM qui détient un certain nombre de permis avancés. Donc il s'agit pour nous donc, de travailler avec eux dans un bref délai. Un calendrier de travail a été adopté et nous avons poursuivi les échanges pour que dans un bref délai, nous puissions concrétiser très rapidement et opérationnaliser la volonté des deux chefs d'État, notamment son Altesse, le président des Émirats Arabes Unis et le président de la transition du Mali. Tel est le contenu en tout cas de cette réunion que nous avons eue aujourd'hui.
Le projet conjoint Jeunes pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans les régions de Ségou et de Koutiala a été officiellement lancé ce matin à Bamako. C'est en présence des ministres en charge de la jeunesse et celui de la réconciliation nationale. Ce projet sera exécuté sur une période de 30 mois. Il a un budget de plus d'1,5 milliard de francs CFA. Le reportage de Daouda Kone. Tenant compte du poids démographique des jeunes, de leur influence et de leur situation d'acteurs et de victimes des conflits, ils doivent jouer un rôle prépondérant dans la construction d'un Mali de paix, sécurisé, stable et prospère. C'est dans ce cadre que le projet conjoint Jeunes pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans les régions de Ségou et de Koutiala a été formulé. Le CNJ se tient prêt à jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre de ce projet. Nous ferons en sorte que les jeunes soient effectivement impliqués à chaque étape. Avec un appui du Fonds pour la consolidation de la paix, du PNUD, de l'UNFPA et de l'UNESCO, le projet sera mis en œuvre avec un budget de plus d'1 milliard de francs CFA. Nous avons une responsabilité collective, je dois dire, pour la réussite de ce projet. Nous ne devons ménager aucun effort par conséquent pour que ce projet réussisse et atteigne les objectifs qui lui ont été assignés. Une planification efficace et effective, participative et transparente est une étape très importante du processus. Pour le ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ce projet est d'une grande importance pour le gouvernement et pour le peuple du Mali du fait qu'il impliquera activement les acteurs clés du développement local au fin de mettre en œuvre les activités communautaires de consolidation et de stabilité de la nation. Et que le jeune sache que, ou les cibles qui sont là, sachent que c'est un projet de l'État qui est appuyé par les partenaires. Nous voulons rapprocher les positions entre nos citoyens et nous-mêmes. Le projet conjoint Jeunes pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans les régions de Ségou et de Koutiala sera exécuté sur une période de 30 mois. Rencontre d'information et de sensibilisation des acteurs de la filière bétail viande par rapport à l'interdiction de la vente improvisée de moutons à Bamako, Kati et Koulikoro. Des sites vont être identifiés pour faciliter le commerce de moutons en prélude à la fête de Tabaski. En retour, les acteurs de la filière ont formulé des propositions. Les échanges ont permis d'accorder les violons avec en toile de fond l'accélération du processus car nous sommes à moins d'une semaine de la fête. Les précisions avec Bemba Sibi et Tchedje Kamara. La vente improvisée de moutons est désormais interdite à Bamako, Kati et Koulikoro. Décision des gouverneurs de Koulikoro et du district de Bamako. La décision est motivée par des raisons de sécurité. Ces informations ont été partagées par le ministre en charge de l'élevage avec les acteurs de la filière bétail-viande. Le gouvernement de la transition, dans le souci de la continuité d'un ravitaillement correct de la population en moutons de qualité, va inviter les autorités régionales et les collectivités territoriales concernées à dégager de l'espace dans les grandes agglomérations pouvant abriter des points de vente, en particulier dans les sites appropriés, et éviter désormais l'installation anarchique des points de vente. Cette décision qui s'inscrit dans une dynamique sécuritaire est comprise par les acteurs de la filière bétail-viande. La rencontre avec le ministre leur a permis de faire des propositions pour accélérer le processus. Nous avons le même souci que nos plus hautes autorités, qui est de protéger les populations. Nous voulons aussi aider, contribuer. Et c'est pourquoi dans le document envoyé au ministère de l'administration territoriale, nous avons fait des propositions pour que les mesures sécuritaires soient prises, pour qu'il y ait des aménagements, pour que vraiment, même nous, acteurs, ne passions même pas la nuit à côté des animaux, pour éviter toute infiltration. Les préoccupations soulevées par les acteurs de la filière bétail-viande ont eu une réponse satisfaisante. Le ministre a également informé que des mesures pérennes seront prises pour mieux encadrer la vente de moutons à la veille de la fête de Tabaski. Il a également rappelé la réalisation en cours du parc à bétail de Zantigila et Sanangoroba, des mesures qui visent à faciliter l'exercice de la profession par ces acteurs.
Le FACEJ, le Fonds d'appui à la création d'entreprises, offre un cadre aux jeunes pour exposer leur savoir-faire dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est à la faveur de la 6e édition de ce rendez-vous annuel. Le but est de transformer les défis en opportunités. La cérémonie se déroulait à la place du cinquantenaire. Le reportage de Daouda Kone. La 4e édition de la foire initiée par le Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes FACEJ, communément appelé FACEJ Sougou 4, vient d'être lancée sur la place du cinquantenaire, un lieu chargé d'histoire. Elle a pour objectif de mettre en lumière les talents, les idées et les projets des centaines de jeunes entrepreneurs venus de toutes les régions du pays. De plus, notre futur dépend de notre capacité à envisager de nouvelles façons de produire, de transformer et de consommer. La deuxième phase du FACEJ s'adresse à celles et à ceux qui ont le courage d'innover, de transformer les défis en opportunités et de bâtir des réponses économiques en tenant compte des enjeux environnementaux et sociaux. L'objectif pour le FACEJ pour la BNDA, c'est de financer au moins 60% des 1500 entreprises à financer sur cette deuxième phase. Et prioritairement, nous allons cibler les entreprises portées par des femmes et celles dont l'objectif est le verdissement de leur activité. L'événement est porté par le Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes FACEJ avec le soutien des ambassades du Danemark et des Pays-Bas. L'ambassade du Danemark et notre partenaire sont fiers de voir le nombre de jeunes, grâce au soutien du FACEJ, créer leur entreprise, créer l'emploi pour eux-mêmes et pour d'autres jeunes et contribuer activement à la vie socio-économique du pays. L'une des grandes innovations de cette 4e édition est la mise en place de la Cité de la technologie verte. La promotion de l'entrepreneuriat constitue une priorité stratégique pour les plus hautes autorités de notre pays. Je salue ici l'engagement du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, et l'accompagnement du général de division Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement, pour leur appui indéfectible à la création et au développement d'entreprises, notamment dans les secteurs à fort potentiel. Je saisis cette occasion pour remercier très sincèrement les royaumes du Danemark et des Pays-Bas pour leur accompagnement précieux au gouvernement et au peuple malien. Cette édition 2025 réunit 200 exposants venus du district de Bamako et des 19 régions du Mali. Parmi eux figurent 150 bénéficiaires du FACEJ. Les autres sont issus des programmes partenaires. L'Office central de lutte contre les stupéfiants ouvre ses portes à la 2e promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité. Une visite guidée qui aura permis à ses officiers de comprendre le travail de cette structure qui enregistre des prouesses dans la lutte contre la consommation de la drogue. La visite a été suivie par Boubacar Bablintouri. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. Un adage que les stagiaires de l'école d'état-major des forces de sécurité et leur encadrement ont fait sien en effectuant cette visite à l'Office central des stupéfiants OCS. Un service stratégique du ministère de la Sécurité et de la Protection civile spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue et autres produits nuisibles. Une immersion qui entre dans le cadre des cours pédagogiques. Ça va beaucoup servir cette promotion. Ils sont tous des responsables et au sortir, ils sont aussi appelés à occuper des postes de responsabilité. Donc cette visite va permettre de créer un lien désormais entre ces stagiaires et l'Office central des stupéfiants. Loin d'être un cours magistral, le chef de division en charge de la prévention communication a dans son exposé présenté l'OCS, ses missions et son bilan des 3 dernières années. Bilan essentiellement porté sur les différentes saisies, les opérations menées et les campagnes de sensibilisation. Une séance suivie par un exercice pratique qui a concerné la division des opérations et le labo.
De quoi édifier les 34 stagiaires sur les missions régaliennes de la structure. C'est vraiment la première fois pour moi de voir à l'œil nu les différentes catégories de drogues et comment est-ce que ces drogues sont détectées par les services qui sont en charge de la détection au niveau des aéroports ainsi qu'au niveau des frontières également. Cette immersion dans nos services vous permettra, je l'espère, de mieux percevoir la réalité de notre engagement et les défis quotidiens que nous relevons. Elle vous offrira aussi des perspectives sur les complémentarités possibles entre vos futures responsabilités de commandement et nos missions de lutte contre les stupéfiants. Au terme de la visite, les deux parties ont échangé des cadeaux en guise de souvenirs. Le chef d'état-major général adjoint poursuit sa tournée dans la 2e région militaire. Le général de division Keba Sangaré a visité le centre d'instruction de Markala dans la région de Ségou. Sur place, l'officier supérieur a constaté le bon déroulement du programme de la 2e vague de formation du certificat interarmes. Le reportage de la DIRPA avec la voix de Ramata Konate. Le chef d'état-major général adjoint des armées au centre d'instruction de Markala pour visiter la 2e vague du certificat interarmes CIA session 2024 en formation. Le général de division Keba Sangaré vient d'une part s'imprégner du déroulement du programme de formation de ce contingent et d'autre part expliquer aux stagiaires la vision du chef d'état-major général des armées pour la bonne conduite des opérations sur le terrain. Quel type de cadre le chef d'état-major général des armées nous a instruit à former? Avec ces jeunes, ces adjoints chefs de section, ces chefs de section, nous sommes convaincus que des jours lendemain, des jours heureux, vont se retrouver dans le cadre des opérations. Ils vont être déployés dans les jours à venir au sein des groupements tactiques interarmés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous allons réussir et ensemble, la victoire sera au bout de nos fusils et de notre sueur. En rencontrant les stagiaires du certificat interarmes CIA, le visiteur du jour a aussi rappelé la vision de la hiérarchie militaire qui se définit par un commandement uni et unifié, la cohésion entre les forces de défense et de sécurité, la discipline, la fin de l'utilisation abusive des réseaux sociaux par les FDS, entre autres. C'est dans le cadre du contrôle opérationnel des armées et services. Donc, sur l'instruction du chef d'état-major général des armées, expliquer sa vision qui a évolué avec la fin de l'opération Maliko et le début de Dougougouloko. Une vision qui n'a pas changé. En 2012, le théâtre S, seul l'équipement que nous avons aujourd'hui dépassait l'équipement de toute notre armée en 2012. Ça, c'est un effort de tous les Maliens. Et cet effort et cet engagement de nos plus hautes autorités ne seront jamais vains. Je pense que le jeune a été très clair, il a été bien compris par les uns et les autres. Il est temps qu'on serre les ceintures et avancer. Le bon soldat malien a été toujours ainsi. Le séjour du chef d'état-major général adjoint des armées est marqué par une visite aux recrues du contingent 2023, également en formation au centre d'instruction de Markala. Les œuvres sociales du président de la transition s'élargissent au village de Mamissa, dans la commune de Zantiebougou, et au groupe scolaire de Massablakura, de la commune urbaine de Bougouni. Les 2 forages repartis entre les différents bénéficiaires ont été inaugurés hier par le conseil spécial du président Agibou Damele. Le reportage de Agali Agissa et Djibril Barayego. Les messages sur les banderoles et les prestations folkloriques de ce jeudi expriment largement la satisfaction des habitants du village de Mamissa, qui bénéficient du 440e forage des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Doté d'un château d'eau d'une capacité de 1000 litres par heure, de 3 bornes fontaines et une alimentation solaire, l'ouvrage a été inauguré ce jeudi. Assimi nous a offert de l'eau potable. L'eau potable, c'est tout pour nous les femmes. C'est la santé, l'éducation de nos enfants et ça nous facilite la vie. Ce forage d'eau est bien plus qu'un simple point d'eau. C'est un symbole de vie, de considération,
de justice sociale. C'est avec le même enthousiasme que les élèves du groupe scolaire de Massa Blakoura, bénéficiaires du 441e forage, ont accueilli la délégation du conseil spécial du président de la transition. Cet ouvrage dont nous promettons d'en prendre bien soin permettra aux apprenants, à leurs encadrants et l'administration scolaire de se procurer de l'eau potable. Pour apprendre, enseigner et même diriger, il faut que les conditions de santé, d'assainissement et d'hygiène favorables à leur accomplissement soient réunies. La majorité de nos forages, c'est dans les écoles et dans les centres de santé. Dans les écoles, parce que le président de la transition pense que les élèves qui étudient là-bas sont nos bâtisseurs de demain. Quand ils ont leur éducation dans la sécurité, dans de meilleures conditions, le Mali aura son bonheur. Dire à ceux qui bénéficient de ces forages d'en prendre soin, parce que la demande en eau potable est très forte. La satisfaction se lisait aussi sur le visage du gouverneur de la région, le général de brigade Ousmane Wele, présent à la cérémonie avec tout son staff. Justement, restons à Bougouni pour parler de cette tournée du gouverneur de région dans le cercle de Kadjana. Le général de brigade Ousmane Wele a échangé avec les forces vives et les cadres de l'administration. Le chef de l'exécutif a évoqué avec les populations certaines grandes décisions prises par les autorités pour le développement et la stabilité du pays. Il a pu noter les difficultés et constater l'opérationnalisation du nouveau cercle de Kadjana. Nous retrouvons Agali Agagissa et Djibril Barayogo. C'est dans une atmosphère festive, pleine d'hospitalité, que Kadjana, chef-lieu du cercle de même nom, a accueilli le gouverneur de la 15e région. Le général de brigade Ousmane Wele est venu écouter ses administrés. Peuplé de plus de 62 000 habitants, le jeune cercle de Kadjana compte 41 villages repartis entre 3 communes et 3 arrondissements. Il est important à tous les niveaux que les gens comprennent les 3 principes qui guident l'action gouvernementale, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux de nos populations dans chaque prise de décision. La culture, ça nous sert de repère. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir nos repères et de nous appuyer sur ces repères-là pour essayer d'avancer. La réunion des cadres et leaders communautaires a permis au chef de la préfecture de présenter sa circonscription. Il s'agit notamment de l'absence de personnel. Nous constatons également l'absence de bureaux pour certains services techniques. Nous attendons prochainement la nomination du premier adjoint du préfet et du sous-préfet central de Kadjana pour compléter le dispositif de l'administration. Et nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les directeurs régionaux à la nomination des chefs de services locaux pour mieux satisfaire les besoins de nos populations. Autre temps fort de cette mission, la pose de la première pierre du bureau du préfet, un investissement sur fonds propres des collectivités du cercle. Auparavant, le gouverneur Wele a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de la localité de Kadjana. Voyons à présent l'actualité dans les autres pays de l'AES. Le ministre nigérian de l'Agriculture et de l'Élevage était en visite à Niamey et dans le village de Barchawal, dans la commune rurale de Hamdalay, sur plusieurs sites de production d'aliments bétail. L'objectif de cette série de visites était d'encourager les producteurs et entrepreneurs locaux pour leurs énormes contributions dans le cadre de la lutte pour la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Le reportage de Hamadou Toudjani Oumarou et Souleymane Wali. La lutte pour la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Niger est entrée dans sa phase de croisière. Cette dynamique insufflée par les plus hautes autorités du pays est également en train d'acquérir l'adhésion des citoyens nigériens qui se mobilisent à travers des initiatives innovantes dans le cadre de la production, la transformation et la commercialisation des produits agro-silvopastoraux. C'est dans cette optique que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, à la tête d'une forte délégation, a effectué une série de visites qui a tout d'abord conduit la délégation au quartier Losogungu sur le site de l'entreprise Agrid, où ce sont à plusieurs hectares qui sont mis en valeur pour la production
production et la transformation d'aliments bétail à base d'une plante dénommée Marafalfa. La deuxième étape de cette visite terrain a conduit la délégation au quartier Tondigamay, dans les locaux du complexe autonome de production écologique de la viande séchée, communément appelée Kilichi du Niger, tant prisé au Niger et à l'étranger. La délégation a ensuite mis cap sur le village de Barchawal, dans la commune rurale de Hamdallah. Il s'agit de 2 usines modernes de transformation d'aliments bétail, à savoir Amana Agro et le complexe Safa, disposant chacune d'une capacité de production de plusieurs tonnes par jour. Ces pays, on a des potentialités, juste qui ont besoin d'être soutenus, d'accompagner, d'encadrer. Donc nous sommes là pour ça, pour dire que désormais, dans le cadre de la refondation, il faut se tourner vers les Nigériens, produire pour le Niger, par les Nigériens et pour les Nigériens. Toutes ces initiatives nobles de ces producteurs nigériens ont un seul objectif: contribuer à la lutte pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, au grand bonheur des populations nigériennes. Et oui, la souveraineté alimentaire, on en reparle avec la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes. Ça se passe au Burkina Faso. C'est une initiative de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA. Chercheurs, producteurs, commerçants, décideurs politiques sont tous à ce rendez-vous pour valoriser les produits de la recherche au Faso. Sié Dilaré Ien et Lambert Soma nous donnent les détails dans ce reportage. Le savoir-faire des chercheurs burkinabés est à l'honneur à cette foire. 16e du genre, la foire aux semences de variétés améliorées de plantes met en exergue les résultats des chercheurs et autres innovateurs. C'est une tribune qui fait la promotion de l'utilisation des semences améliorées. Cette foire représente donc bien plus qu'un simple événement commercial. C'est une célébration de notre patrimoine agricole, une occasion privilégiée de partager nos connaissances, nos expériences et nos innovations afin d'inciter les producteurs à utiliser davantage les semences de variétés améliorées et ainsi assurer une meilleure productivité agricole. Face aux aléas comme les changements climatiques, les ravageurs et les problèmes de fertilité des sols, les semences améliorées s'imposent comme la solution évidente. Nous sommes dans l'ère de l'offensive agro-pastorale et halieutique. On ne peut pas atteindre cette autosuffisance alimentaire au Burkina Faso sans faire appel à des semences de qualité. Je peux vous assurer que la semence à elle seule occupe 30 à 40% donc de la production, de la spéculation. Face aux problèmes de financement que rencontre le secteur de la recherche, le représentant du Premier ministre annonce des mesures. Malgré le contexte difficile que connaît notre pays, les efforts déjà entrepris par le gouvernement pour accompagner la recherche agricole se poursuivront par le renforcement des capacités en infrastructures, le recrutement en personnel, l'acquisition d'équipements scientifiques. À cette occasion, du matériel agricole est remis aux producteurs. La 16e édition de la foire aux semences améliorées connaît la participation des pays de l'AES ainsi que des délégations de la République démocratique du Congo et de la Centrafrique. La foire se tient du 30 mai au 2 juin. Et une erreur nous a fait dire dans le reportage sur la rencontre du ministre de l'économie et des finances avec des investisseurs qataris. Il s'agissait plutôt des Émirats arabes unis, des investisseurs émiratis qui ont manifesté leur intérêt à investir dans le secteur minier au Mali. Toutes nos excuses. L'Institut de développement des secteurs Afrique Consulting Afrique a remis cet après-midi des distinctions à certaines personnalités pour leur engagement au service de la nation. Et parmi les récipiendaires, le directeur général de l'ERTM, Hassan Baba Djombele, son leadership et son engagement au sein de la structure a été reconnu et salué par les organisateurs. La cérémonie s'est déroulée au Centre international des conférences de Bamako. Le reportage de Youssouf Diakité.
IDS, Institut de développement des secteurs, est au chevet du développement socio-économique du Mali à travers la valorisation et la reconnaissance des cadres infatigables quotidiennement engagés pour le développement du Mali. Voilà toute la pertinence de la remise de ces certificats de reconnaissance. Ils sont une cinquantaine de récipiendaires des divers domaines d'activité. J'ai été choisi dans mon secteur d'activité en réalité. Donc quand on parle d'activité, on parle de travail. Parce que quand vous voulez travailler, surtout au Mali aujourd'hui, dans le secteur privé, et le secteur privé, c'est la structure qui aujourd'hui est créateur de richesses, créateur de revenus, créateur d'emplois aussi. Je dédie cette distinction à toutes les femmes du Mali. Parce que je me bats avec elles pour la promotion des droits des femmes. Et aujourd'hui, je pense qu'en récompensant ma modeste personne, je pense que c'est toutes les femmes du Mali qui méritent vraiment cette distinction. Et je suis très fière vraiment d'avoir le trophée au nom du réseau des femmes pratiques économiques. Ils connaissent personne. Ils ont pris les gens par leur travail, ce qu'on a fait. Ils ont pris les gens par ce qu'ils ont fait. L'un des moments forts de la cérémonie, c'était la reconnaissance des efforts consentis au quotidien par l'Office de radio et télévision du Mali à travers son directeur général. Toutes les couches socio-professionnelles sont prises en compte par l'Institut. Remercier l'IDS qui m'ont montré que ce que je suis en train de faire pour la paix et la stabilité, je suis vraiment très suivi de près et soutenu. Pour avoir travaillé pour ma nation, si on m'a décerné un trophée, je ne peux que remercier les initiateurs de cette cérémonie. Servir sa nation, ce n'est autre qu'être dévoué pour la cause nationale et être vraiment sur le qui-vive pour faire le travail qu'on vous a confié, le faire dignement, le faire surtout avec abnégation et le faire avec satisfaction. Les critères de sélection sont bien définis et tout simples. Il ne faut pas attendre la fin de la personne pour parler de la personne. Il faut parler de la personne le moment où elle est là. Après, ça ne sert à rien. Donc, raison pour laquelle mon institut a décidé d'initier cette activité qui fait sa deuxième édition pour vraiment aller chercher les hommes qui travaillent dans l'ombre. Au dire des organisateurs, cette deuxième édition de la reconnaissance du mérite de l'IDS a comblé toutes les attentes. Voilà, et nous ouvrons une large page au sport. C'est juste après ceci. La technique n'est pas prête, actualité oblige. Nous ouvrons spécialement une page sportive, je le disais tantôt, dans cette édition avec moi, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir Abdet Makamara et bonsoir tout le monde. Stade malien Djoliba AC, c'est l'affiche de la 64e édition de la Coupe du Mali de football. C'est la 14e fois de l'histoire en 64 éditions que ces deux équipes s'affrontent pour le bouquet final. Ce sera au stade du 26 mars, Abdul Karim Kaba. Et oui, le stade malien de Bamako, détenteur du trophée, aura en face de lui le Djoliba Athletic Club pour le derby du football malien. La bataille sera explosive au stade du 26 mars, demain samedi. Seragatou Sissé nous donne un damagou de cette finale. Comme en 2018, le stade malien de Bamako et le Djoliba AC vont se retrouver en finale de Dame Coupe. Recordman de trophée 23 et détenteur, le stade malien de Bamako visera une 24e étoile. Les Blancs, surmotivés au lendemain du titre de champion de Ligue 1 professionnelle saison 2024-2025, auront à cœur de poursuivre la lune de miel. À Sotiba, le technicien Mamoutou Kane Dimourlé et ses hommes sont en rang serré et peaufinent les derniers réglages. Vous savez également qu'un match de coupe, c'est pas facile. Ça se joue pas, ça se gagne. Et on va travailler sur cet état d'esprit pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Le Stade malien de Bamako disputera ce samedi sa 33e finale de Coupe du Mali. Depuis le début de saison, c'était dans notre objectif pour remporter la Coupe du Mali. Et aujourd'hui, nous sommes en finale. Voilà, vraiment déterminés et engagés pour remporter cette finale. Vainqueur de l'épreuve à 20 reprises en 64 éditions, le Djoliba AC tient à cette Coupe du Mali pour sauver sa saison. Le dernier triomphe date de 2022.
vu que c'est notre grand rival. Donc on s'attend à un match très très difficile, un match compliqué, mais je pense qu'on est en train de mettre toutes les chances de notre côté. On travaille avec sérénité, avec confiance et on va aborder la finale, Inch'Allah, avec le plein de confiance. Les rouges du duo d'entraîneurs Dédé Tamboura Abdou Traoré, nommés après le limogeage de Demba Mamadou Traoré, joueront leur 34e finale. Balontana et Antina Foka Foka me pression rekang un rekan, un match to préparé tchogomna amba préparé parce que Balontan adversaire normalement gelemante, ça dépend et revina y concentrer ka baran ke tchogomna. À Eremakono, l'on garde espoir de terminer cette campagne sur une note positive. C'est un derby donc Abdul Karim Kaba. Tout à fait, un derby entre deux clubs phares de la capitale sud du Mali. Siffler une finale de Coupe du Mali n'est pas donné à tout le monde. Alors est-ce qu'on peut déjà savoir le quatuor d'arbitre désigné pour ce match? Ils sont tenus de faire respecter les lois du jeu et pour cette finale 2025, le choix est tombé sur 4 arbitres internationaux aguerris à la tâche. Moussa Diabaté et Adama Traoré nous font découvrir ces hommes en noir. Ils sont là, les 4 officiels pour cette 64e finale de la Coupe du Mali de football. Il s'agit de Boubou Traoré alias Penny Penny au centre, Modibo Samake premier assistant et Amadou Beguissé deuxième assistant. Le 4e arbitre est Richard Kamaté. Ils sont tous des internationaux. Les critères de choix sont bien définis par le coordinateur des arbitres du Mali, Sédou Traoré Dilefis, ancien arbitre international. Il est aussi le point focal entre les arbitres et la FEMAFOOT. Les critères sont très simples. Être en forme physiquement, être en forme techniquement et tactiquement. Mais il n'est pas donné à tout arbitre d'officier un match de finale, surtout de la Coupe du Mali. C'est pourquoi nous avons ces 4 arbitres choisis par la CCA. En tant que 4e arbitre, Richard Kamaté, le géant athlète, participe à sa toute première finale de la Coupe du Mali. Il connaît déjà la chanson et la pression des matchs entre le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC. Quant à Amadou Beguissé, le 2e assistant, il est à sa 4e finale de Coupe du Mali, tout comme son collègue Modibo Samake, le premier assistant. Les deux ont assuré plusieurs derbys entre le Stade Malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club. Et au central, on aura l'expérimenté Boubou Traoré Penny Penny qui officiera sa 8e finale de la Coupe du Mali après 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023. Et il y a aussi à son palmarès plusieurs classicos. Le choix, on l'a porté sur Boubou et ses collègues. Pourquoi? C'est chaque fois avec plaisir que les instructeurs qui doivent aller le voir nous amènent des notes et des remarques très pertinentes sur eux. Donc cela nous a poussé facilement. Les arbitres, faut pas qu'on les oublie. Il y a Boubou Traoré. Bien que je sois un ancien arbitre, mais je serai un peu prudent. C'est des êtres humains. Ils peuvent se tromper. Mais nous prions Dieu le Tout-Puissant. Vraiment qu'il leur fasse moins d'erreurs. En football, le rôle des arbitres est crucial pour un match équitable. La coordination des arbitres place sa confiance en ses officiels et les envoie en mission. Que la fête du football malien soit belle dans le fair play. Bonne chance au quatuor, on va dire, Abdul Karim Kaba. Tout à fait, avec la présentation de Boubou Traoré Penny Penny avec la voix de Khalifa Ndama Traoré. À présent, intéressons-nous à l'historique de la finale de la Coupe du Mali de football, messieurs, de 1961 à 2024. 8 équipes ont inscrit leur nom au palmarès, dont 2 issues de l'intérieur du pays. L'histoire de Dame Coupe du Mali remonte en 1961 avec la toute première édition remportée par le Stade Malien de Bamako. C'était face au Djoliba Athletic Club. En 63 éditions, ils sont seulement 8 clubs à inscrire leur nom au palmarès de la compétition. Voyons l'historique de la Coupe du Mali avec Arjumatina. Elle est sans nul doute dans notre paysage sportif la compétition la plus attrayante, populaire et festive. Il s'agit bien évidemment de la Coupe du Mali de football. La particularité de la compétition est qu'elle enregistre chaque année la participation de l'ensemble des clubs du pays, de la base au sommet. En attendant la finale de cette année, prévue ce samedi entre les 2 grosses cylindrées de notre football, Stade Malien de Bamako, Djoliba Athletic Club, remémorons-nous de ce qui a fait l'essentiel de la Coupe du Mali jusqu'à maintenant.
C'est en 1961 que la compétition a démarré. Et c'est le Stade malien de Bamako qui a gagné cette première édition. Et c'était face au Djoliba Athletic Club. De la première édition en 1961 à nos jours, seulement 8 clubs ont remporté au moins une fois Dame Coupe du Mali. Le Stade malien de Bamako détient le record avec 23 coupes. Deuxième, Djoliba Athletic Club, 20 trophées. Troisième, l'AS Real de Bamako, 10 trophées. Quatrième, le Club Olympique de Bamako, 3 coupes. Cinquième, les 11 créateurs de Nyarela, 2 coupes. Puis ont soulevé une fois le trophée. Le Sigi de Kaya, première équipe régionale, a remporté la coupe en 1987. L'association sportive de Bamako ASB et l'Union sportive de Bougouni. La rencontre la plus prolifique a été la finale de la 9e édition en 1969, ayant opposé l'AS Real de Bamako à Africa Sport de Gao. 10 buts ont été inscrits ces jours-là, 8 pour l'AS Real et 2 pour Africa Sport de Gao. En tout cas, l'histoire de Dame Coupe du Mali a toujours été passionnante avec de fortes émotions. Et dans chaque discipline, il y a des vrais acteurs qui ont joué des finales de la Coupe du Mali. Ils se souviennent encore du bon vieux Abdul Karim. Et oui, jouer une finale de Coupe du Mali a toujours été un rêve de footballeurs. Ceux qui en avaient la chance se battaient pour inscrire leur nom au palmarès de Dame Coupe. L'un des motifs de satisfaction des joueurs était l'engouement qui entourait l'événement et serrait la main du président de la République, qui était en tout cas tout un symbole. Notre reporter Kodji Sibi a rencontré quelques joueurs qui ont marqué l'histoire des finales de Dame Coupe. Si la finale de la Coupe du Mali reste une fête populaire, l'événement semble avoir perdu la ferveur d'antan. La finale de Dame Coupe, du bon vieux temps, avait tous les ingrédients qu'il fallait pour la rendre belle. Les acteurs de l'époque en sont nostalgiques. Pour une finale de coupe, c'est autre chose vraiment. C'est la fierté pour moi, une fierté nationale. Pour voir le président de la République tendre la main avec nos joueurs, avec nous, c'était du spécial. Au moment où on jouait la finale d'une coupe, c'était vraiment, il faut le dire, un grand match, surtout un match contre le Stade Djoliba en finale. Là, ça, il faut le dire, c'est un match exceptionnel. Le chef de l'État étant présent, mais chaque fois on arrivait, je me disais, voilà, moi je dis, ce soir, je vais jouer avec la présence du président. Non, mais il faudrait que je fasse quelque chose. Tout le monde est content d'avoir son président venir le saluer. C'est pas donné à tout le monde. Jouer une finale de Coupe du Mali était un rêve pour ces footballeurs de talent. Si toutes les confrontations suscitaient de l'engouement, celle entre le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club avait une saveur particulière. En finale contre le Stade Djoliba, on les préparait physiquement, moralement et puis intellectuellement. C'était un grand match, on les préparait physiquement, il faut le dire. Moi j'ai joué après 4 finales avec le Djoliba ne m'a jamais battu en finale de la Coupe du Mali. Le match Djoliba Stade, vraiment, je te disais, il faudrait que je marque. Moi dans ma tête, je me disais, un match Djoliba Stade, il faudrait marquer. Certes, la finale de Dame Coupe était des matchs comme les autres. Mais les classicos se détachaient en termes de défis et de détermination chez les joueurs. Malgré l'enjeu, les joueurs avaient du respect les uns envers les autres et appréciaient les qualités des adversaires. Cheikh Diallo, c'était un bon joueur. Dans sa génération, il savait jouer. Il savait jouer vraiment. Les duels d'Ila Cheikh Diallo, c'était comment? C'était fameux. Non, c'était dur. Dilas, vraiment, il était bien, ce monsieur, très humble. Très simple. Vraiment, monsieur formidable. Qui n'en faisait pas plus. Nous autres, des fois, on essayait de faire un peu plus, parce qu'on essayait de dribbler beaucoup. Mais Dilas, c'était spécial. Dilas, au contraire. Très bon joueur. Mais surtout un autre joueur qui était là, Bouramagaye. Lui, il était bon. De nos jours, la finale de Coupe du Mali ne mobilise plus. Avant, le Stade de Djoliba, un mois, il y avait l'écho. Maintenant, le Stade de Djoliba joue maintenant. Vraiment, ça ne va pas. Et un match Djoliba Stade, même une Coupe du Mali, ça passe inaperçu. C'est maintenant, parce que c'est maintenant, c'est le moment. Malgré tout, les oppositions en finale entre le Djoliba Athletic Club et le Stade malien de Bamako restent au-dessus du lot. La confrontation de samedi
fera sans doute partie des plus suivis de la saison au plan national. Et ce sera tout, Abdul Karim Kaba. Eh bien, pour parler de hippisme avec le Grand Prix de la Nation qui est équivalent de Coupe du Mali en football, eh bien, cette fois-ci, le Grand Prix, ce sera en course hippique et sera couru ce week-end au champ hippique de Bamako. Le Grand Prix de la Nation est la plus vieille des Coupes du Mali puisqu'elle est donc à sa 81e édition. Ce samedi, il y aura 3 courses des petits chevaux de demi-crack. Le dimanche, le Grand Prix proprement dit pour déterminer le champion, le Balamba de la saison. Merci bien Abdul Karim Kaba. On se retrouve sur ce même plateau demain pour le résultat de cette finale qui sera retransmise en direct sur nos antennes. Tout à fait. Un mot de culture avec cette conférence débat sur le thème Faso Sifinso qui veut dire la case des valeurs. Une conférence animée par le professeur Babou Nyang à l'université Yambo Olagem de Kabbalah. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des activités de l'année de la culture, nous dit Youssouf Djakiti. Cette conférence qui traite de la problématique de la contribution des connaissances et des valeurs ancestrales à l'éducation et au développement du pays est une initiative de l'école africaine des mystères du professeur Mamadou Babou Nyang. La motivation est toute simple, contribuer à la formation de l'élite africaine en général. Au développement du pays, d'accord, mais au développement surtout de la jeunesse, de l'éducation. C'est pourquoi nous avons choisi le thème « Comment les connaissances et valeurs ancestrales peuvent-elles contribuer à l'éducation et aider au développement ?» Le cas du Mali. Le cas du Mali parce que tous les pays ont leur réalité. Donc c'est à la base, c'est parce qu'aujourd'hui l'éducation est carrément bafouée. L'éducation, c'était à l'école. C'était dans les familles, c'était même dans la rue. Mais aujourd'hui, on sent que ce sont ces élèves-là qui sont perdus. Donc il faut revenir à la base quand même pour les former. La conférence, c'est dans la mouvance de la matérialisation des activités du projet Mali Culture 2025. Dans le cadre de l'année de la culture, mais aussi c'est dans le cadre de la révalorisation des savoirs endogènes. Et puisque c'est un dépositaire, n'est-ce pas, de grands savoirs endogènes, c'est pour permettre aux étudiants de comprendre que le savoir a plusieurs dimensions. Et donc, nos ancêtres aussi étaient détenteurs de savoir. Et donc, lui, aujourd'hui, vient nous prouver, n'est-ce pas, de démontrer aux étudiants que le savoir n'est pas seulement venu d'ailleurs, n'est pas que le savoir occidental, mais l'Afrique a toujours possédé celui que du savoir. C'était l'opportunité pour les bénéficiaires d'aller dans les profondeurs des connaissances ancestrales et des piliers essentiels pour le développement de l'Afrique. 2 rendez-vous majeurs à retenir dans nos programmes ce soir. Malikoura Tassira saison 3, vous pourrez suivre à partir de 21h30 la version Bamanankan de l'entretien avec le ministre des Transports et des Infrastructures sur les grandes réalisations de son département. Et juste après, suivra l'émission d'Ambekene avec comme thème 2025, année de la culture sur les traces de Kemeburama et les Sofa. Tamsir Diabaté reçoit sur son plateau le parolier Narina Moussa Kanté, Kanibaoule Kouyaté et son frère Djangine Kouyaté. Damekene, une émission qui contribue à la promotion de notre culture. À suivre donc après Malikoura Tassira saison 3. Damekene à mettre donc dans vos programmes également. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.